On a dit plus rien. Ces diapositives reprennent le document que vous avez vu. Vous avez été envoyé donc on évoquera le projet de loi de finances 2016, l'évolution du contexte socio-économique, le contexte macroéconomique, le contexte local, l'évolution des dépenses et des recettes, les perspectives budgétaires, la prospective, la dette et les budgets annexes. Donc une prévision de croissance de 1,5 pour l'année 2016. 3,7 milliards d'économies pour les collectivités locales. Une augmentation du FPIC qui passe à 220 millions d'euros. Une contribution, c'est une bonne nouvelle, le fonds de péréquation intercommunale. Voilà, c'est ce qu'on appelle la péréquation horizontale. Les communes les plus riches donnent aux communes les moins riches. Voilà. Donc ce système de péréquation a été mis en place il y a quelques années et le FPIC n'a fait qu'augmenter. Donc la contribution au CNFPT, ça c'est une bonne nouvelle, passe de 1% à 0,9%. Des mesures de soutien à l'investissement local ont été décidées par l'État à hauteur d'1 milliard. Et c'est une mesure enfin pour aider les collectivités. Au titre du FCTVA, des dépenses d'entretien des bâtiments pourront être prises en compte. Le contexte macroéconomique. En 2015, donc, le ralentissement de l'économie chinoise et la chute du prix du pétrole font qu'il y a une incertitude sur l'économie à l'heure actuelle, qu'il est très difficile de prévoir ce qui va se passer dans les années à venir. Notamment l'année dernière, on disait qu'il faut emprunter, les taux vont remonter. Les taux ne sont pas remontés. Ils sont historiquement bas. Cette année encore. Le contexte local, enfin, donc une baisse historique de la DGF, encore moins 432 000 € entre 2014 et 2015. Et l'augmentation du FPIC, donc en 2012 qui était de 45 000 € et qui passe à plus de 280 000 €. Donc c'est encore une charge supplémentaire pour la collectivité. Ensuite, en ce qui concerne notre contexte, les marges de manœuvre sont limitées donc par des charges de personnel qui sont considérables. En 2015, les charges de personnel représentent 51,20% des dépenses réelles de fonctionnement. Donc là, je vous ai donné l'évolution du nombre de titulaires. C'est une annexe au budget primitif que vous retrouvez chaque année, qui vous permet de voir comment évolue le nombre de titulaires. Donc au 1er janvier 2008, 214 titulaires. Au 1er janvier 2014, 255, soit 41 titulaires de plus. Au 1er janvier 2015, 245 titulaires, soit moins 10 titulaires. Et au 1er janvier 2016, 242 titulaires, soit moins 3 titulaires. Bien entendu, il n'y a pas eu de suppression de postes, il y a eu des départs en retraite non remplacés, des mutations. Et donc, on est à moins 13 postes depuis le 1er janvier 2014. Donc cette hypothèse prend en compte les dépenses réelles de fonctionnement avec une hypothèse de 2% d'augmentation des dépenses en intégrant juste la perte de la DGF. Donc on voit bien que malgré un compte administratif 2015 qui est bon, on verra pourquoi par la suite, si on ne maîtrise pas les dépenses, rien que la baisse de la DGF, on retombe sur une situation qui se dégrade. D'où l'intérêt de continuer à maîtriser les dépenses pour éviter de se retrouver dans un effet ciseau. Donc on va parler de la capacité des endettements, qui est un ratio qui est très intéressant. Une collectivité donc, qui a une capacité des endettements de 10 ans peut théoriquement rembourser la totalité de sa dette en mobilisant les 2 tiers de son épargne brute, le dernier tiers pouvant être consacré à l'investissement. En revanche, un ratio supérieur à 15 ans signifie que les emprunts ne pourront pas être remboursés de manière saine. Donc on voit l'évolution de ce ratio qui est intéressant de suivre chaque année. Chaque année, c'est intéressant de s'attacher à quelques ratios, le taux d'épargne brut, la capacité des endettements, ça nous permet de voir comment évoluent véritablement nos comptes et c'est une véritable analyse financière.
l'épargne s'est effondrée en 2014, puisqu'on est sorti en négatif de la section de fonctionnement malgré des économies de plus de 500 000 € sur les charges à caractère général. En 2015, la situation s'est nettement améliorée puisque les charges de personnel, on le verra plus tard, ont baissé, puisque les charges à caractère général ont été encore maîtrisées une année de plus, on a baissé de 10%, plus une augmentation des taux d'imposition décidés par le préfet, la majoration de la TH sur les résidences secondaires. Donc tout ça fait qu'on finit l'année 2015 bien mieux qu'en 2014 et les opérations se sont nettement améliorées. Donc là, la comparaison entre les communes de Sud Sainte-Beuve, c'est intéressant quand on fait partie d'une agglomération de voir ce qui se passe ailleurs. Donc ce sont les chiffres de 2014, puisqu'en fait ces chiffres-là sont issus des fiches de Bercy. Et je n'ai que 2014, je n'ai pas encore les chiffres 2015 des autres collectivités. Donc si on regarde des communes qui nous sont proches, Saint-Cyr, une capacité des endettements en 2014 de 5,8, Le Bossé 8,6, Sanary 8,5, nous à Bandol on était à 56,9. Donc le taux d'épargne brute qu'il faut suivre en parallèle de la capacité des endettements. Donc là aussi, il est intéressant de voir qu'il est remonté, mais qu'il n'est pas non plus un taux qui nous permet de nous dire on est sorti un petit peu de la situation dans laquelle on était. Et d'ailleurs, sur tous les comparatifs qu'il y a au niveau national, en moyenne, les communes sont à 16%. Donc on est quand même bien en deçà. Brut. Donc le taux d'épargne brute, c'est l'épargne brute sur les recettes réelles de fonctionnement. Vous pouvez la calculer avec le compte administratif. Vous avez les recettes de fonctionnement, les dépenses qui sont réelles, qui sont clairement identifiées. L'épargne de gestion, c'est des calculs à partir de la maquette du CA que l'on peut faire très facilement. Donc là, on revient un petit peu sur la formation de l'autofinancement. Donc la situation normale est bien celle où l'on a plus de recettes que de dépenses et où l'on dégage un autofinancement au moins suffisant pour être en équilibre réel pour payer la nuitée de la dette, qui est une dépense d'investissement. En 2014, la situation était qu'on avait plus de dépenses que de recettes et que l'on avait été obligé de reprendre le résultat pour éviter de recourir à une augmentation d'impôts pour équilibrer le budget, ce qui n'est jamais très simple en soi. Donc là aussi, on voit bien l'évolution de l'autofinancement. Donc on voit que dès 2010, les ratios quand même financiers se dégradaient. Donc évidemment, ça ne se voit pas sur la maquette budgétaire. Quand vous avez une maquette avec 20 000 annexes, vous ne voyez rien. Par contre, sur ces ratios-là, quand on les suit chaque année, on voit si la situation se dégrade ou si petit à petit elle se redresse. Donc les charges de personnel, l'évolution des charges de personnel entre 2008 et donc 2015. Donc effectivement, vous voyez qu'on a baissé à peu près 300 000 € les charges de personnel entre 2014 et 2015. Elles ont été relativement faibles en 2014, en 2015. Voilà, donc on arrive à des niveaux où on peut dire qu'on maîtrise les dépenses de personnel, même si elles sont très élevées. Donc au niveau de l'agglomération, la Bandol est en tête, malheureusement. On a l'augmentation la plus importante entre 2008 et 2014. Donc on peut essayer de se comparer à ces communes-là. Bien sûr, je n'ai pas mis Ribou, qui ne peut pas être comparé à Bandol. Mais par contre, Saint-Cyr, Sanary, Le Bossé, en termes de population, on peut se comparer à ces communes-là. Ce sont des communes qui, en plus, ont pas mal de régies. Donc, ils ont quand même des charges de personnel élevées parce qu'elles font beaucoup en régie. Donc là, je vous ai mis un graphique donc, relatif aux charges à caractère général qui montre bien l'augmentation et puis la baisse brutale qui est liée au transfert des ordures ménagères à Sud Sainte-Beuve, puisqu'on a transféré à
peu près 1,5 million de charges. Voilà, donc si on les réintègre, on se rend compte que les charges ont augmenté, même cette année-là. Si on intègre les charges transférées, elles ont les charges avec augmenté. Donc les dépenses d'investissement, qui ne sont pas très élevées donc en 2014 et sur 2015, là, cette pause des investissements nous a aussi permis de reconstituer un fonds de roulement et de nous permettre de sortir en 2015 un compte administratif bien meilleur que celui de l'année précédente. Donc les recettes d'investissement, vous avez le détail dans les documents qui vous ont été donnés. Donc forcément, moins on investit et moins on a de recettes telles que le FCTVA, puisque c'est lié aux investissements qu'on aura effectués l'année précédente. Donc voilà. Donc des perspectives budgétaires. Donc en 2015, une baisse de 10,95% des charges à caractère général, donc une économie de 587 000 €. Ça s'ajoute donc aux efforts qui ont été faits en 2014, des efforts à hauteur de plus de 9%, 9,54%, si on en donne. Les charges de personnel ont donc diminué en 2015, ce qui est quand même rarissime, il faut le noter. Très peu de communes en France peuvent dire qu'elles ont réussi à baisser les charges de personnel. Donc ça impacte forcément notre mode de fonctionnement. Un nouvel organigramme a été adopté dès septembre 2014 avec la création de directions pour nous permettre de rationaliser les services. Parce qu'évidemment, ne pas remplacer tous les départs en retraite, ça veut dire répartir la charge de travail. Donc tout ça derrière, il y a une organisation et une implication de l'ensemble des agents et des cadres de la collectivité pour arriver à tenir ces charges de personnel. Donc grâce à cet effort de diminution des charges à caractère général, des charges de personnel, il y aura une stabilité des taux d'imposition de 2007, pas d'augmentation d'impôts donc. En 2016, l'objectif est de stabiliser les charges à caractère général sur le montant réalisé en 2015. Là, sur 2 années, de gros efforts ont été faits au sein de tous les services, avec des choix de ne pas toucher à certains services rendus au bandolé. Si on va au-delà, ça devient très très compliqué de dire qu'on continue à avoir un niveau de qualité, de service qui est quand même assez élevé à Bandol. Donc là, comme objectif, on est sur la stabilisation des charges au vu des efforts qui ont été faits depuis 2 ans. Une maîtrise de la masse salariale, donc avec le remplacement d'un fonctionnaire sur 3 sur la durée du mandat, malgré le coût du recensement et des élections régionales imputées sur 2016. Donc cette année, on va devoir porter le coût du recensement. L'État nous donne une participation, mais qui ne couvre pas du tout le coût du recensement, ainsi que les élections qui se sont tenues donc les élections régionales et municipales en décembre 2015, mais qui ont été impactées sur la paye de janvier. La municipalité augmentera en 2016 les taux d'imposition, 11,94 pour la taxe d'habitation, 18,30 pour la taxe foncière sur le bâti, 58,79 pour la taxe foncière sur le non-bâti. Donc en matière de perspectives budgétaires et notamment d'investissement, donc je ne vous ai pas mis tous les projets, je vous en ai mis beaucoup. Donc je vais peut-être passer assez rapidement sur ces projets-là. Donc en ce qui concerne le renouvellement des réseaux secs, eau potable, assainissement, les travaux donc, sont prévus à la rue des Jardins, au boulevard Louis Lumière, sur la plage de Rennes-le-Croix avec la réhabilitation du poste de relevage. Les travaux de voirie au chemin des Hôtes, au Pont de Pierre, au quartier d'Erganel, à la rue Paul Cézanne, la place de la Liberté, l'allée des Fauvettes, la rue Cuvier, chemin de Naron. Ensuite, le pluvial, donc à Marivaux, les travaux concernant donc, la création d'un réseau d'eau pluviale reliant le réseau du boulevard des Pierre-Plane au réseau du boulevard Albert Ier. Et sur le parking du casino, l'amélioration du pluvial côté Maison des Vins. Les installations de voirie, donc rue République et au niveau du Nautique, il y aura donc des bornes. Au casino et à l'avenue Jean Lost, une création d'arrêt de bus. Derrière l'office municipal du Toulouse,
tourisme, la création d'une aire de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Et ensuite des travaux d'enfouissement de réseau, rue du 11 novembre. En ce qui concerne l'entretien des bâtiments, pour les écoles, une réfection de la coursive est prévue, donc ce sont d'importants travaux mais qui sont nécessaires. Et un ravalement de la façade est. Pour l'école maternelle Octave Morel, l'installation d'une climatisation réversible au dortoir des enfants. Pour la maternelle Bois-Mourin, l'amélioration des sanitaires. Ensuite, des travaux sont prévus au gymnase, à l'ancienne médiathèque, au niveau de l'éclairage, à l'hôtel de ville, donc des travaux de conformité électrique sont prévus. Au centre aéré, donc aussi des travaux relatifs au revêtement qui sera remplacé donc, par un carrelage antidérapant. Et au niveau du CLSB, donc l'amélioration du système de chauffage. Donc en ce qui concerne la prospective, je vous reparle de la DGF et de sa baisse qui quand même impacte à hauteur de 1,5 million les finances de la commune sur très peu sur 4 ans. Donc forcément, cette perte de recettes est problématique pour la collectivité, comme de nombreuses communes en France. On ne peut pas ouvrir un article de la Gazette des communes, qui est notre Bible, ainsi qu'à l'AMCAD, sans voir les diverses mesures à travers la France que peuvent prendre les collectivités pour faire face à ces baisses de dotation. Certaines sont mieux préparées que d'autres. Donc partout en France, des choix sont faits par les équipes municipales pour essayer d'absorber cette baisse de DGF. Donc voilà, c'est assez vertigineux. On passe donc de 2,2 millions en 2013 à 700 000 € en 2017, sans trop savoir en 2018 ce qui nous attend non plus. Donc l'évolution des bases. Donc les bases nous sont communiquées chaque année. Il y a un document qui est transmis par la DGFiP et qui est affiché en mairie, qui donne les bases fiscales. Donc on applique aux bases les taux et on a le produit des contributions que l'on va percevoir. Donc ça c'est une évolution du produit à ce graphique. Donc c'est l'évolution du produit des contributions directes sans augmentation d'impôts, l'évolution naturelle des bases. Sachant qu'on a un service qui est très performant sur la commune et qu'on a des bases très dynamiques sur l'endroit. Donc là, de la prospective, mais dans la masse, entre 2016 donc, et 2018, entre les dépenses, si on estime que les dépenses ont augmenté de 2%. Alors j'attire votre attention sur le fait que faire de la prospective à l'heure actuelle, c'est très très compliqué. On a quand même plus d'1,7 million en 2015 de produits liés au jeu du casino. Il y a l'ouverture du casino de la Seine. Donc on ne sait pas encore l'impact de la SUTA, on ne sait pas encore l'impact que ça va avoir sur nos finances. Je défie le directeur financier de faire la prospective sur le produit des jeux par nature, c'est aléatoire. Donc on ne sait pas ce que ça va donner et à quel point on va être impacté par l'ouverture de ces casinos. Ensuite, la pénalité SRU, on ne sait pas à l'heure actuelle ce que l'État va décider en la matière. On n'a aucun ordre d'idée, ça peut aller très haut. Donc là, voilà, on peut se dire, on peut se projeter sur, on double, on triple. On a fait des efforts quand même en 2015, il y a eu plus de 400 000 € qui ont été consacrés donc, à la participation des logements sociaux sur Vallon. Ça vient en déduction 2 années plus tard. Donc, ce qui a été mandaté là, cette année en 2015 vient en déduction de la pénalité SRU en 2017. Voilà. Ça nous permet de la faire un petit peu baisser, mais on ne sait pas à hauteur de combien l'État va arrêter la carence. Donc pour l'investissement, on a aussi quelques travaux qui sont prévus, mais on n'a pas encore intégré donc, les travaux du quai de Gaulle qui sont en train d'être chiffrés et qui seront intégrés dans l'année une fois qu'on aura le chiffrage exact, sachant que c'est une priorité
flexibilité au niveau des investissements. Donc dans l'année, on pourrait très bien revoir les arbitrages pour faire les travaux nécessaires au développement. Donc les charges de la collectivité, il faut impérativement maîtriser les charges de personnel. Donc la structure de la masse salariale à Grenoble se présente ainsi, on a 4,13% de catégorie A pour une moyenne nationale de 6,44. Donc on est en deçà de la moyenne nationale en catégorie A. On est en deçà de la moyenne au niveau des catégories B, puisqu'elle est la moyenne est de 11%. On est à Vendôme, on a 8,67% de catégorie B. Et donc on a majoritairement donc à hauteur de 87% de la masse salariale des catégories C. Donc par rapport à cette structure, on est en nombre inférieur des catégories A et B par rapport à la moyenne nationale, avec un pourcentage de catégorie C supérieur. Donc l'évolution de la dette, on voit bien que l'on se désendette, donc forcément, d'année en année. Pour atteindre cette année, donc au 1er janvier, un capital restant de 8 676 503 €. Et donc là, l'évolution de la dette jusqu'à son extinction. Si, là, je n'ai pas intégré le nouvel emprunt, c'est notre dette à l'état actuel jusqu'en 2037. En ce qui concerne les budgets annexes, donc le budget de l'eau. Le budget de l'eau, donc quelques travaux sont prévus au chemin donc, de Valongue à la rue du Languedoc. La régie du parking, donc c'est un budget qui est excédentaire et qui a prévu donc, la rénovation totale du système de vidéosurveillance du parking du 11 novembre suite à de nombreux problèmes de sécurité. Donc une installation qui a plus de 13 ans, donc le coût est évalué à 22 000 €. Et ensuite, des travaux sont prévus sur la type casino. Il y a eu deux types de travaux qui ont été prévus. Dans un premier temps, une société qui est allée voir l'ampleur des dégâts et une autre société qui doit proposer des solutions à apporter au niveau de cette type. Sur le budget d'assainissement, donc est prévue la réhabilitation des émissaires de surverse d'eau usée en mer. Et sur le boulevard Lumière, renouvellement d'un collecteur. Le budget du port, actuellement, il n'y a pas de travaux prévus. Il se pourrait que dans l'année, il y en ait. Donc pour l'instant, on n'a pas communiqué de travaux sur ce budget-là. Voilà, donc si vous voulez regarder les agrégats financiers, les ratios, vous avez sur le site collectivitélocale.gouv.fr donc les données, là, les comptes 2015, vous les aurez en juillet 2016. Donc là, vous avez les données de toutes les communes jusqu'en 2014. Il y a des différences parfois qui existent entre le CA et la présentation de l'État, mais au final, on retombe exactement sur les mêmes chiffres. Voilà. Merci Madame Larousse, c'était très clair. Pour résumer sur le plan politique, vous avez vu que ce qui nous attend n'est pas joyeux. Les diapositives qui montraient la baisse de la dotation globale de fonctionnement. Sur 4 ans, vous avez vu une baisse en 2014 déjà de 100 000 €. Et puis chaque année ensuite, 2015, 2016, l'année qui vient, 2017, 432 000 € pour un total de 1 million 500 000 €. 1 500 000 €, ça représente 17 points d'impôt. Vous avez vu l'augmentation aussi du SMIC, le fonds de péréquation intercommunale et communale qui est passé depuis 2012 à cette année de 45 000 € à 280 000 €, ce qui représente près de 3% d'impôt. Donc, situation qui n'est pas joyeuse pour les années qui viennent. Comme le disait Mme Larousse, on sait ce qui nous attend de ce côté-là jusqu'en 2017.
mais rien ne dit qu'en 2018, ça ne va pas continuer à baisser. Ça, c'est pour le côté apport de l'État, donc les baisses des recettes, l'augmentation des dépenses du fait de cette péréquation. Alors, les efforts de la commune, Madame Arous a bien expliqué, bien rappelé. 2014, déjà 563 000 € d'économie sur les charges à caractère général, ce qui est énorme, ça représente effectivement 9,54% de ces charges. Et malgré ça, rebelote en 2015, une baisse de près de 11% des charges, ça représente 580 000 € à peu près, un peu plus, d'économie sur ces charges à caractère général, et un effort sans précédent sur les charges personnelles. C'est effectivement extrêmement rare, surtout en ce moment, qu'une commune diminue ses charges de personnel, et ce n'est pas une diminution des salaires des agents. Effectivement, il y a eu au départ, on n'a pas remplacé des contrats qui n'étaient pas indispensables, qui n'ont pas été renouvelés. Les emplois d'été, les emplois saisonniers, ça a été diminué en fonction des besoins et non pas en fonction de la volonté de faire plaisir à X ou Y. Et on arrive de cette manière-là à une baisse de plus de 300 000 € des charges de personnel en 2015, ce qui est donc vraiment très important. Et grâce à ces efforts, et bien entendu grâce également à l'augmentation d'impôts qui a été décidée par le préfet, grâce à ça, la situation s'améliore en 2015. Les ratios qu'on vous a présentés étaient extrêmement inquiétants. 2014, y compris malgré les efforts considérables effectués en 2014. Bon, je ne reviens pas sur le détail des ratios, Madame Arous a bien expliqué. Les deux principaux qui sont vraiment significatifs de la santé financière d'une commune et qui sont également prédictifs, ils sont assez réactifs au niveau de la cinétique, et c'est ceux qu'on utilise le plus pour voir ce qui va se passer dans les mois qui arrivent. La capacité de désendettement et le taux d'épargne brut. Donc, ça se détériore progressivement depuis 2010 jusqu'à 2014. Amélioration très nette en 2015 pour la raison que je viens de vous indiquer. Et les premiers éléments de prospective financière avec toutes les réserves que Mme Arous a faites, puisqu'il y a incertitude sur les recettes du casino, bien entendu. Et puis, donc, cette grosse incertitude sur la pénalité SRU, difficile de faire de projection, mais déjà on peut s'attendre en 2016, si on continue à maîtriser les charges, à avoir des ratios en fin 2016 encore corrects, mais dès 2017, on redécolle complètement sur la capacité de désendettement, donc il va falloir être extrêmement vigilant. Ceci dit, ces efforts qui ont été faits n'ont pas été faits pour rien. Alors il y a eu on va dire, une certaine pause au niveau des investissements et ça a permis toutes ces économies, tous ces efforts qui ont été faits de reconstituer un petit peu d'épargne. Et il faut savoir que si on veut emprunter, si on veut investir, il faut avoir de l'épargne. Cette épargne étant partie constituée, ça va nous permettre à nouveau d'emprunter. Je vous rappelle qu'il y a un an, il y avait une banque qui avait refusé de nous prêter parce que notre situation n'était pas bonne. Et les banques savent bien analyser la situation des communes, elles se renseignent et les ratios qu'on utilise, elles les connaissent. Donc elles savent vers où on va. Et donc cette possibilité, grâce aux efforts qu'on a fait, d'emprunter à nouveau et d'investir, et ben c'est ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser Vendôme dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, et qui dit investissement, dit effectivement réveil de la ville, projet pour la ville et amélioration en vue. Vous avez vu qu'il y a des investissements assez nombreux qui sont prévus déjà pour cette année en termes d'amélioration de la qualité de vie. Donc, M.
M. Jaurès pourrait revenir sur le détail. Il y a beaucoup de choses qui vont être faites cette année. Et puis, il y a effectivement des grands projets. Il faut être ambitieux, mais en même temps modeste. C'est-à-dire qu'il y a un grand projet qui est celui de l'aménagement du quai de Gaulle. Pour l'instant, il n'est pas encore chiffré, mais voilà, on ne peut pas revenir à des projets antérieurs tels qu'ils étaient imaginés il y a une vingtaine, une trentaine d'années. Mais déjà, si on peut améliorer parce que Bandol, le quai de Gaulle, c'est une vitrine. Donc il faut vraiment que les gens qui arrivent à Bandol, ils aient une impression qui leur donne envie de venir chez nous. Alors, il ne faut pas oublier, bien entendu, ce qu'il faut faire sur les quartiers extérieurs, mais il y a des opérations qui sont prévues. Mais là, vraiment, ça va attirer du monde, c'est vraiment le projet. Alors, le projet de la mandature, je préfère encore une fois ne pas m'avancer et faire de promesses qui ne sont pas tenues. Donc peut-être que ça sera un projet à cheval sur de mandature. En tout cas, nous ferons le maximum pour avancer et le réaliser sur cette mandature qui est quand même amputée maintenant de 2 ans, donc il nous reste 4 ans. Voilà, donc ça c'était un peu le message général. Beaucoup d'efforts, mais pas pour rien, pas pour rester inerte, au contraire, des efforts pour pouvoir maintenant avancer. Voilà. Je peux répondre à vos questions ainsi que Madame Larousse aussi sur les questions qui vous ont été présentées. Monsieur Villiers. Oui, concernant les économies de personnel, bon, Madame Larousse après y a répondu en partie. Je m'interrogeais, je voulais souligner aussi que la présentation était très claire et bien structurée. Si mes souvenirs sont bons, vous avez donc pas remplacé 23 personnes qui étaient en CDI sur 2014. C'est moins que ça, je pense. C'est pas pareil, un CDI ou titulaire? Comme je viens du privé, ça n'apporte pas les mêmes noms. Donc là, les titulaires, ce sont des agents de la fonction publique territoriale. Donc ça concerne les moins de 13 postes qu'on vous a présentés, des départs en retraite non remplacés ou des mutations dans d'autres collectivités. Je crois qu'on en a eu 3 ou 4. Et ensuite des départs en retraite. Les contrats qui ont été arrêtés étaient des contrats des CDD, des personnes qui avaient été recrutées en CDD et pour lesquelles on n'a pas reconduit le contrat. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5. Mais ça n'apparaissait pas sur les chiffres. Parce que vous avez indiqué des non-remplacements de départ en retraite. Ma question c'était de savoir, et vous avez répondu, comment vous êtes après réorganisé parce que la charge de travail, j'imagine, reste la même. Vous avez parlé de réorganisation et de nouvelles organigrammes. Et j'aimerais savoir aussi, s'il vous plaît, quelle catégorie de personnel a été touchée, si vous savez nous donner les pourcentages entre les cadres ou les agents de service, si vous savez le dire. Alors, par exemple, un cas que je connais bien, je m'occupais donc de la direction éducation, j'étais donc responsable des écoles, et ma collègue donc, qui s'occupait des affaires financières a eu l'opportunité d'avoir un poste de DGS dans une commune voisine, donc elle a muté. On m'a affecté sur le poste de directrice des affaires financières et mon poste a été redistribué en interne. Donc on a eu au sein de la collectivité de nombreux cas où on a une charge de travail différente et ou supplémentaire. Voilà. Au niveau des cadres, on a assumé plus de missions, mais pas qu'au niveau des cadres, au niveau des services aussi. Le service, la direction des affaires financières a eu un poste en moins parce qu'il y avait un besoin ailleurs. Donc on a réparti le travail. Lorsqu'il y a des absences pour maternité, pour maladie, auparavant on recrutait immédiatement, là on répartit le travail. Voilà. Ça se fait comme ça et après ça se fait de façon pensée et globale à l'échelle de la collectivité avec la création de directions. Par exemple, si vous avez 3 services avec 3 agents comptables pour faire des bons de commande, la création d'une direction
peut-être qu'un agent comptable pour faire l'ensemble des recommandes du service, ça suffit. Et du coup, on peut redistribuer les agents ailleurs, puisqu'on n'a pas supprimé de poste de titulaire. Il y a de la polyvalence. Tout à fait. Et lorsque vous préparez votre budget personnel, vous prévoyez l'absentéisme aussi? Vous le comptabilisez? Alors, qui avait la mise en place du jour de carence qui existe en privé, il y a 3 jours de carence, on l'avait dans la fonction publique territoriale, on avait un jour. Les arrêts maladie avaient considérablement baissé, mais le jour de carence a été supprimé, donc lorsqu'il y a des arrêts maladie, on fait face. Sauf dans les secteurs de la jeunesse, où là on a un taux d'encadrement, par exemple les animateurs. Si un animateur est absent ou s'il y a un congé de maternité, on remplace par un CDD. Parce qu'on a des taux d'encadrement, on n'a pas le choix. Oui, mon propos, c'était justement parce que j'ai été DRH toute ma vie et que je souhaite comprendre comment fonctionne une commune. C'est juste mon propos est là. C'était pas pour. Au contraire, j'ai trouvé votre présentation très claire et très structurée. Voilà, je vous remercie. Autre question? Madame Sercio? Je vais rester sur le personnel. On en a parlé un tout petit peu en commission de finances, mais j'aimerais que vous réexpliquiez à nouveau la politique que vous allez adopter en matière de formation du personnel, justement. Puisque, bon, vous le savez, on avait déjà échangé là-dessus. Nous pensons qu'il est important d'augmenter les compétences et les qualifications justement des AEDB, éviter peut-être trop d'externalisation dès lors que c'est possible, pour faire des économies bien évidemment. Et donc il paraît réel qu'il y ait une véritable volonté d'un certain nombre d'agents d'être formés. Donc on voulait connaître votre position clairement à ce sujet. Alors bien entendu, c'est un objectif de pouvoir permettre la formation des agents en interne. Donc ça se fait, ça va se faire, ça va continuer à se faire, ça existe déjà. Je pense que Madame Larousse peut vous donner des détails plus précis sur ça. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que ça ne va pas résoudre tous les problèmes de manière immédiate. Et par exemple, on s'est posé la question en matière d'électricien, et ça nous coûte assez cher parce qu'on n'a pas de compétences en interne. Non seulement il faut des compétences, mais il faut des diplômes. Bon, je n'ai pas la liste en tête des diplômes qui sont nécessaires, mais ça ne suffit pas de claquer dans les doigts, d'envoyer un agent, même s'il connaît déjà un petit peu l'électricité. Ça ne suffit pas pour avoir un électricien qui va pouvoir intervenir. Et voilà, on envisage, peut-être ça sera peut-être le premier recrutement qui sera effectué, parce que en termes de retour, je pense qu'on peut assez rapidement, entre guillemets, amortir la dépense liée à ce recrutement. Je ne sais pas si peut-être Jean-Pierre Chauret peut donner des précisions là-dessus, et puis Madame Larousse sur le détail des formations. Concernant le recrutement de l'électricien, oui, de temps en temps, oui, quasi immédiat, sachant que toute la prestation actuellement est externalisée, ne serait-ce que pour faire du ralenti, remplacement de lampes sur des pylônes, des stades, des cours de tennis. Actuellement, nous passons des commandes à l'entreprise. Sur l'année, c'est une charge financière qui s'élève à 55 000 €. Donc nous avons la nacelle, il ne manque plus que l'électricien. Voilà, donc ça fait partie des objectifs de recrutement, mais c'est en lien direct aussi avec la formation que vous évoquez, parce que c'est évident qu'il y a un seul électricien, ça sera insuffisant, mais en ayant un électricien, on va pouvoir faire du compagnonnage et former un personnel en place déjà au sein de la municipalité, de former au métier de l'électricité. La formation en interne qui peut être menée aussi.
Donc en ce qui concerne les formations, on a un plan de formation, des formations qui sont suivies régulièrement par certains postes. Je pense aux ADZ dans les écoles qui ont des formations gestes et postures pour éviter justement de se blesser. Les premiers secours aussi, tous les animateurs sont régulièrement formés. Ensuite, on a les formations CACES pour justement utiliser certains véhicules. Donc ça existe et chaque année, il y a des formations qui sont suivies par les agents. Parallèlement, le CNFPT dispense des formations et de nombreux agents partent en formation au sein de la mairie de Bandol, ce qui leur permet de monter en compétences. Et cette année, a été mis en place des entretiens professionnels. Nous avons été accompagnés par le CNFPT. Ces entretiens professionnels qui sont devenus obligatoires permettent aux responsables, aux chefs de service, d'établir donc avec chaque agent, de faire le point sur l'année écoulée, sur les objectifs et justement les besoins de formation, et d'inciter l'agent à partir en formation. Donc cette année, on a vraiment été très bien accompagnés. Tout le monde a été formé, y compris les chefs d'équipe qui jusque-là ne l'avaient pas été. Les entretiens de professionnels sont en train de se dérouler au sein de la collectivité. Et de là, on fera ressortir tous les besoins de formation. Et on verra avec le CNFPT pour certaines formations plus spécifiques. Parfois, on les organise en intra, notamment avec la jeunesse. Plutôt que de faire partir chaque agent en formation, on fait venir le CNFPT et comme ça, tout le monde suit la même formation. Voilà, donc on a un suivi des formations quand même assez poussé. Ce qui n'empêche que sur certains métiers, le métier d'électricien, il faut un diplôme. Voilà. Donc là, il faut du temps si on le fait passer en interne. Il faut la volonté des agents de le faire. Et c'est bien spécifique. Donc on a quelques corps de métier comme ça, donc on n'a pas les compétences et on ne peut pas, par le biais de 5 formations, les avoir en interne. Alors, une petite précision, c'est vrai que la question est très importante. Mais il faut savoir que, là on l'a vu tout à l'heure, une masse salariale qui est devenue extrêmement importante, avec plus de 51% de masse salariale, pas de dépenses par rapport aux dépenses de fonctionnement. Et vous avez vu que parallèlement, le pourcentage de catégorie A est plus faible à Bandol que sur les autres communes, et le pourcentage de catégorie C est plus important. Donc ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, les formations sont importantes, mais il y a une politique aussi de rationalisation et de réflexion aussi, mais ça va prendre du temps. Voilà. Ça ne va pas se faire en 1 an ou 2 ans. La politique RH et la politique de personnel, ça sera sur plusieurs années. Et je sais que compter sur l'ensemble des agents pour accompagner cette mutation, cet effort. Et je sais que je peux compter notamment sur le premier d'entre eux qui est le directeur général des services, avec qui on travaille en confiance et je pense en efficacité. Le choix, la décision de convertir, en tout cas de condenser en 9 pôles d'activité tous les services qu'il y avait, parce que bon, on a quand même 32 ou 33 services. Il fallait vraiment mutualiser, rationaliser, et c'est un travail qui a commencé quelques mois après le début de la mandature précédente, et ça commence petit à petit à porter ses fruits. Monsieur Olivier. Concernant les EIA, donc les entretiens individuels annuels, c'est quelque chose qui est nouveau à Bandol ou bien c'est quelque chose que vous pratiquez depuis déjà assez longtemps? C'est quelque chose qui était peu pratiqué. Là vraiment il y a une volonté, justement depuis l'arrivée du directeur général des services, une volonté de faire avancer les choses. Et c'est vrai qu'on souhaite pouvoir s'appuyer sur les entretiens pour avoir des critères d'évaluation concernant les agents. Bon, c'est assez compliqué à mettre en place, mais là, depuis déjà
peu près 1 an, ça se met vraiment en place. Voilà. Et ça permettra aussi de, quand il va y avoir une revalorisation du régime indemnitaire, parce que bon là il y a eu une pause pendant 2 ans, ça va se baser pour essayer de rattraper certaines inégalités et aussi pour, entre guillemets, récompenser les agents méritants. Oui, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place, mais le plus important c'est de le faire vivre longtemps, parce que les effets sont après sur les années. Parce que les gens s'en souviennent de leurs entretiens et se souviennent très bien de ce qu'on leur a dit, et il faut, c'est vrai, être prudent à ce qu'on leur dit, que ce soit en bien ou en mal, parce qu'après c'est compliqué. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir faire vivre, c'est mon avis. Vous avez totalement raison. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais revenir quand même sur Madame Sergio. Aux charges de personnel, enfin aux frais de personnel, parce que moi je passe à autre chose là. D'accord. L'année dernière, lors du DOP, vous aviez parlé de 3 grands projets, donc le quai de Gaulle, l'étude du parking du casino et du bassin de rétention. Donc là, vous n'en parlez plus. Oui. Alors, on en a parlé, enfin non, on n'en a pas parlé, mais c'est, comment dire, l'un est conditionné par l'autre. Le parking du casino dépend des travaux sur la digue. On ne peut pas refaire le parking du casino tant qu'on n'a pas résolu le problème de la digue, puisque sinon il serait amené à être détérioré à nouveau. Donc là, on attend effectivement les travaux sur la digue pour parler du parking. Pour ce qui est des bassins de rétention, il y a des études qui ont été engagées l'an passé pour refaire le point sur le pluvial et les nécessités de bassins de rétention, pas uniquement sur les 2 projets qui existent depuis déjà quelques années, qui sont le projet du Grand Ballon et le projet du parc de Canet. Alors peut-être que Jean-Pierre Chaurel peut nous apporter quelques précisions sur là où on en est actuellement. Oui, on va en fait relancer un seul projet cette année, c'est le bassin du Grand Ballon. Le bassin du Grand Ballon, c'est un terrain qui ne nous appartient pas. Et il y avait des implications donc, avec les propriétaires. Le dimensionnement est assez complexe, d'autant plus qu'en amont, il doit y avoir un bassin de rétention réalisé dans la nouvelle résidence. Et là, nous sommes en discussion avec les propriétaires de cette résidence. Donc, c'est 2 projets directement impactés, directement liés. Pour l'instant, pour 2016, c'est le projet qui est en cours. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, je voulais revenir. Madame Sergio. D'emprunt, vous avez une idée de la hauteur, une fourchette large? Là, c'est un petit peu tôt pour répondre à votre question. On est en train de finaliser les arbitrages à ce niveau-là. On se dirige, je pense, vers un emprunt qui va être entre 1 et 2 millions d'euros.